Bienvenue. Nous allons continuer notre chapitre 3 que nous avons entamé. Euh, Dans cette partie de ce cours, nous allons aborder le grand 3 qui traite de la présence d'une firme dominante en marge de d'une France concurrentielle. Donc, euh, il y a parmi toutes les firmes qui seront présentes sur le marché, une firme qui aura une part de marché beaucoup plus grande que ses concurrentes. Et cette firme-là sera appelée firme dominante par son pouvoir de marché. Et par rapport aux autres firmes qui seront présentes sur le marché, qui auront une part de marché beaucoup plus petite, qui seront appelées, elles, France concurrentielle. Donc, sur le marché, ce qu'on rencontre le plus, c'est ce type de structure. Donc, une structure dans laquelle nous avons une firme dominante et puis à côté, on a de petites entreprises qui sont sur le même marché, qui ont un certain nombre de pouvoirs de marché un peu plus faible que le pouvoir de marché de cette firme-là. Dans ce cas, la firme dominante va fixer son prix en tenant compte de la présence de ces autres firmes-là qui, elles, sont les preneuses du prix. Puisque la firme dominante, elle a le pouvoir de manipuler le prix. Elle a le pouvoir d'exercer une certaine pression sur le prix parce qu'elle exerce son pouvoir de marché dans ce cas. Donc, dans ce cas-là, la firme dominante va fixer son prix de telle sorte que elle va tenir compte de ce que les autres firmes qui sont présentes à côté d'elle sur le marché sont preneuses de prix. Donc, l'offre globale de la France concurrentielle va figurer dans la fonction de maximisation du profit de la firme dominante. Donc, ça l'offre des autres firmes, donc l'offre des firmes concurrentes devient une donnée. Donc, ça devient un paramètre de la maximisation du profit de la firme dominante. Dans ce cas, nous allons avoir la fonction de maximisation qui est définie telle que le prix qui est cette fois fonction de la demande, différence set de l'offre. Et ce prix-là, on va soustraire de ce prix le coût qui, eux, sont fonction également de la demande et de l'offre. Cette demande-là et cette offre sont dites résiduelles. Et c'est cette demande ou cette offre-là, donc cette différence entre l'offre et la demande qui va s'adresser au monopole quand le prix est payé. Donc ici, on parle de monopole parce qu'on considère que puisqu'il existe une firme dominante, cette firme dominante-là va se comporter comme un monopoleur. Donc, la demande qui va résulter de la différence entre l'offre et la demande des fonds concurrentiels sera la demande résiduelle, donc la demande qui sera adressée à ce monopoleur, à un prix prédéterminé. Donc, chacune des firmes dans ce cas va maximiser son profit en prenant le prix comme une donnée, surtout pour les fonds concurrentiels. Si nous sommes dans un cas de figure où l'entrée est libre sur le marché, la frange concurrentielle va augmenter et cela va tirer le prix vers le bas. Donc, plus il y a de petites entreprises à côté de la très grande entreprise qui est la firme dominante, plus le poids de cette frange-là sera plus conséquent, donc plus le prix va être amené vers le bas, donc plus le prix va baisser. Si les coûts de la firme dominante ne sont pas suffisamment avantageux pour elle, donc c'est-à-dire que si l'entreprise, la firme dominante n'arrive pas à minimiser suffisamment ses coûts, cela peut considérablement réduire ses quantités produites et le profit qu'elle va engendrer. Donc, il est très important pour la firme dominante d'arriver à minimiser substantiellement ses coûts dans un marché concurrentiel à France dominante, à France concurrentielle.
Donc, dans ce cas-là, la position de cette film dominante-là va s'éroder. Donc, elle va perdre des parts de pouvoir de marché si elle n'arrive pas à minimiser le coût. Donc, le secret dans ce cas de figure, c'est qu'en tant que film dominante, la stratégie sera de tout faire pour se maintenir sur le marché, pour avoir de plus grosses parts de marché, afin de toujours rester dominante. Si elle n'arrive pas à produire les quantités à un profit suffisamment élevé, la firme va perdre sa position dominante, va perdre son pouvoir de marché au profit de plus petites entreprises qui vont entrer sur le marché. Donc c'est très important dans ce cas de figure-là que l'entreprise puisse se maintenir et maintenir son pouvoir de marché. Donc c'est à peu près le cas de l'entreprise Microsoft qui essaie dans la large palette des entreprises sur le grand marché des équipements informatiques, qui essaie d'être la firme dominante de ce marché-là et qui essaie d'avoir de plus en plus de parts de marché encore beaucoup plus grandes au fil du temps. Donc, à travers certains mécanismes de dépendance à ces produits. Si elle ne fait pas attention, elle risque d'être phagocytée par d'autres firmes qui, elles, vont venir se greffer sur le marché, qui sont présentes auparavant sur le marché, mais qui vont prendre un peu plus de poids si elles ne restent pas vigilantes. Donc à chaque fois, si vous regardez, cette entreprise-là a pour habitude de créer de nouveaux produits, de créer de nouveaux procédés afin que les consommateurs ou que les utilisateurs de ces produits-là soient de plus en plus dépendants de ces produits. C'est une manière pour elles, dans ce monde de concurrence monopolistique-là, de se maintenir sur le marché et de maintenir sa part de son pouvoir de marché, de maintenir la force concurrentielle, d'être un peu plus au-dessus de cette force concurrentielle. Donc, c'est à ce niveau-là que s'arrête notre cours sur la concurrence monopolistique. On va procéder à un petit rappel des éléments qu'on a vus la fois précédente. C'était les caractéristiques et l'origine de la concurrence monopolistique. On a dit que la concurrence monopolistique tirait son origine du fait que les deux hypothèses essentielles qu'on considérait en concurrence peu parfaite étaient levées. Donc la première hypothèse était celle de l'homogénéité du produit, puisque dans la réalité, quand on est sur un marché, dans notre vie quotidienne, il existe plusieurs gammes pour les biens, plusieurs gammes pour les produits. Donc la seconde hypothèse était celle de la fluidité sur le marché, donc l'entrée libre et la sortie libre sur le marché. Dans la vie réelle, on ne peut pas entrer ni sortir librement d'un marché comme on veut, quand on le veut. Il y a certaines conditions réglementaires qui vont définir les conditions d'entrée et définir les conditions de sortie du marché. Donc, à partir de ces deux caractéristiques-là, déjà, on avait la constitution du marché de concurrence monopolistique. Et les marchés de concurrence monopolistique, on avait dit, c'est la forme de marché qu'on rencontre le plus dans notre vie quotidienne. C'est le marché qu'on rencontre le plus, que ce soit par exemple sur les marchés de vivriers, que ce soit sur les marchés agricoles, que ce soit sur les marchés par exemple du chocolat, que ce soit par exemple sur d'autres formes de marchés, le marché des stylos, le marché des chewing-gums, le marché de la ticket, tout ça, ce sont des concurrences monopolistiques. Plus ou moins prononcées en termes de concurrence ou plus ou moins prononcées en termes de monopole. Donc, nous avons vu que l'équilibre en concurrence monopolistique se formait de plusieurs façons. En court terme, c'était la maximisation du profit si, premièrement, on tenait compte de l'usage de la publicité. Donc, si on usait de la publicité,
le coût publicitaire allait venir s'ajouter dans la fonction de maximisation du profit. Donc, ça allait être une donnée de la fonction de maximisation du profit et le profit allait dépendre de l'apport de la publicité à la demande du produit, donc à la quantité demandée. Est-ce que la publicité allait permettre d'augmenter les demandes du produit donné grâce à la publicité? Donc, ensuite, dans ce cas-là, on a vu qu'on observait une marge de contribution publicitaire, donc une marge ajoutée, markup, une marge incrémentale. Ensuite, on a remarqué que l'équilibre s'établissait de telle sorte que le prix, il devait être supérieur ou égal au coût variable moyen de court terme. Ça, c'est une caractéristique très importante. Donc, à court terme, l'équilibre de court terme monopolistique s'établit lorsque le prix est supérieur ou égal au coût variable moyen de court terme. Après cela, nous avons vu que à long terme, l'équilibre s'établissait tel que la recette marginale de long terme était égale au coût marginal de long terme, qui était égal au coût marginal de court terme. Puisque, à long terme, les profits vont s'amenuiser, voire vont être tirés vers le bas au fil du temps que les firmes vont entrer sur le marché. Donc, les profits vont s'amenuiser au fil de l'entrée de nouvelles firmes sur le marché. Donc, après cela, nous avons vu les caractéristiques particulières qui sont celles de la firme, de la présence d'une firme dominante et de la force concurrentielle. Donc, à ce niveau-là, la firme dominante se comporte comme un monopolaire, donc sa fonction d'équilibre va correspondre à une fonction de maximisation des monopolaires, tout en tenant compte de l'offre et de la demande qui est soumise à la force concurrentielle. Et ce prix et cette quantité-là vont dépendre du pouvoir de marché de la firme dominante. Donc, plus elle arrive à minimiser ses coûts sur le marché, plus elle peut engendrer de profits. Moins elle arrive à minimiser ses coûts, moins elle engendrera de profits et elle perdra en plus des parts de marché. Donc, de nouvelles firmes plus petites vont entrer sur le marché, ou bien des firmes déjà présentes sur le marché vont s'accaparer de quelques parties de son pouvoir de marché. Donc voilà essentiellement à peu près ce que c'est que la concurrence monopolistique. Maintenant, nous sommes au terme de ce chapitre. Rappelez-vous que lorsque nous faisions les cours en présentiel, je vous avais demandé de traiter les exercices qu'on avait eu quand on a abordé le premier chapitre, donc le chapitre sur la concurrence parfaite. Nous avions résolu les QCM ensemble et je vous avais demandé de résoudre les exercices d'application. Donc j'espère que vous l'aviez fait, vous devez me l'acheminer ces exercices-là. Et on n'a pas pu se voir à cause de la situation sanitaire. Donc, c'est pas grave. Donc, vous refaites les exercices qui sont proposés après le chapitre. Donc, les exercices, exemple 1, exemple 2. Ensuite, vous faites la même chose pour le chapitre sur le monopole. Vous résolvez les exercices. Donc, toutes les applications qui sont données après le chapitre. Et vous faites la même chose pour le chapitre présent. Donc, les QCM pour le monopole, l'exercice 1 et l'exercice 2, jusqu'à l'exercice 4. Et pour ce chapitre sur la concurrence monopolistique, vous en faites de même. Vous résolvez l'application qui est donnée après le cours. Et vous me les faites parvenir sur la plateforme. Après cela, je vais vous transmettre les corrigés de ces exercices-là que vous allez pouvoir retrouver et nous allons passer à la séance suivante qui va porter sur le chapitre
4, le marché du monopole, l'oligopole plutôt, notre dernier chapitre. Je vous remercie et exercez-vous et j'attends vos questions pour la prochaine fois. Merci et bon travail.